toutes et à tous. Alors aujourd'hui nous allons parler d'un thème bien précis, nous allons parler des guerres de conquête sous l'Empire romain. Je précise bien sous l'Empire, car celui qui me dit que je n'ai pas parlé des conquêtes de Jules César, je le trucide. Dans les commentaires, bien évidemment, car Jules César n'a jamais été empereur. L'Empire romain commence en 27 avant Jésus-Christ avec Auguste pour empereur, et se termine en 476 après Jésus-Christ pour la partie occidentale de l'Empire, car la partie orientale durera jusqu'en 1453 après Jésus-Christ. Mais dans cette vidéo, vous verrez la partie occidentale et la partie orientale de 27 avant Jésus-Christ à 476 après Jésus-Christ. Cet exposé sera composé d'une introduction, que vous venez d'entendre, de plusieurs parties selon lesquelles les conquêtes, et d'une conclusion. Première partie, en 27 avant Jésus-Christ, que possède Rome? On est en droit de se poser comme question que possède Rome en 27 avant Jésus-Christ. Eh bien, déjà une bonne grosse partie des alentours méditerranéens, avec une partie du nord de l'Afrique, du sud de l'Espagne, la Corse, Sardaigne, la Sicile, rien qu'avec 3 guerres, les guerres puniques de 264 à 146 avant Jésus-Christ. Rome a aussi conquis au deuxième siècle avant Jésus-Christ une bonne grosse partie de l'Espagne assez facilement, ainsi que l'Italie, la Grèce et une partie de l'Asie mineure et de la Palestine. Mais sa conquête la plus connue et la plus importante reste la Gaule, avec la très célèbre guerre des Gaules qui se termina en 52 avant Jésus-Christ. Avant l'Empire, Rome a donc surtout conquéri les zones près de l'eau. Cette expansion est dite facile, car Rome possède une grande flotte navale. Deuxième partie, les conquêtes continentales, une autre histoire. Rome a donc conquis les territoires du bord de la Méditerranée et certaines terres intérieures. Elle doit donc maintenant répandre son empire à l'intérieur des terres. Mais les conquêtes des terres intérieures sont beaucoup plus dures et chères en argent, temps et sacrifices. Car Rome ne peut presque jamais se servir de sa flotte navale qui est pourtant un atout majeur pour elle. Et parce que les peuples y résidents sont beaucoup plus féroces et dangereux. Troisième partie, conquête de la Germanie de courte durée. L'empereur Auguste a pour volonté d'étendre ses frontières, actuellement au Rhin jusqu'au Elbe. Le peuple germain a déjà passé plusieurs fois le Rhin en causant d'importants dommages aux cités gallo-romaines. C'est pour cela qu'Auguste veut conquérir la Germanie, pour faire taire les attaques germaines. L'invasion se fait en plusieurs campagnes avec des généraux différents. L'invasion de la Germanie durera de 12 avant Jésus-Christ à 9 après Jésus-Christ et s'avérera être un échec cuisant avec la bataille de Teutobourg. La bataille fut une défaite cuisante à cause du terrain forestier et marécageux et de la connaissance du terrain par les ennemis. La bataille fut une défaite, mais l'occupation aussi, car le peuple germain est très turbulent et il habite dans des villages beaucoup plus durs à tenir par les Romains que de simples villes, car il y en a des milliers. Et les Romains ne peuvent se dispatcher pour tenir tous les villages. Alors, si cela est une défaite, pourquoi je vous en parle? Tout simplement car le terrain fut plus ou moins tenu pendant plusieurs années et que c'est une des conquêtes romaines les plus connues, mais néanmoins désastreuses. Même s'il faut le reconnaître, a pour mérite d'avoir conquéri une petite partie au sud de la Germanie, mais pas de quoi crier victoire. Quatrième partie, la Cappadoce, un SOS lancé. Alors, la Cappadoce est un territoire très pauvre par sa population, par ses cultures et par son emplacement. Rome n'a donc aucune raison de vouloir conquérir ce territoire, mais la Cappadoce se fait attaquer plusieurs fois du fait de sa pauvreté, elle ne peut se protéger. C'est pour cela que Rome proposa à la Cappadoce de bien vouloir rentrer dans l'Empire romain. Alors celle-ci accepte, et la Cappadoce devient donc ainsi une province romaine en 17 et peut donc se protéger. Alors, cinquième partie, conquête de la Grande-Bretagne. L'empereur Claude veut étendre son territoire sur une terre déjà connue, contenant des richesses pour exploitation. Une terre qu'il pourra vite soumettre. C'est pour cela qu'il choisit la Grande-Bretagne, mais ça ne sera pas une partie de plaisir comme il l'en pense. La conquête de la Grande-Bretagne commencera en 43 après Jésus-Christ, mais l'armée romaine y est depuis bien avant, depuis 55 avant Jésus-Christ. Néanmoins sans suite, mais qui permirent d'inclure la Grande-Bretagne dans l'influence économique et culturelle de Rome. Mais revenons en 43 après Jésus-Christ si vous le voulez bien. Les forces romaines en présence sont de 4 légions, soit 20 à 24 000 hommes et 20 000 auxiliaires. Suivant l'exemple de Jules César, Claude veut diviser pour mieux régner,
car la Grande-Bretagne comporte beaucoup de tribus qui, pour beaucoup, se sont souvent fait la guerre. Dans cette conquête, il y a eu 3 grandes batailles importantes. Celle de Medway, qui se déroula en 43, qui est un peu la bataille de bienvenue qui opposa l'armée romaine à des Bretons insulaires. À la suite de cette bataille, l'armée romaine gagne le sud de l'île. Il y eut aussi la bataille de Walking Street, qui se déroula en 60-61 entre une alliance de tribus bretonnes et une armée romaine. Cette bataille est assez démonstrative de la mentalité des peuples de la Grande-Bretagne, car replaçons-nous dans le contexte. Les forces romaines sont de 10 000 hommes. Jusque-là, tout vient bien. Mais les forces ennemies sont de 230 000 hommes. 230 000. Un simple calcul, 23 fois plus. Les Bretons sont selon eux certains de gagner. C'est pour cela qu'ils amènent leurs femmes et leurs enfants sur des chariots pour admirer la bataille juste derrière eux. Ah, l'Antiquité, une autre idée des sorties en famille. La tactique du général romain est de disposer ses forces dans une gorge étroite bordée de bois, de façon à protéger ses flancs et ses arrières. La technique des tribus, quant à elle, est de foncer dans le tas, une technique qui n'a jamais montré ses fruits depuis la préhistoire. Une tactique donc très peu efficace pour cause, puisque les Romains tuent 80 000 Bretons qui ne peuvent se replier à cause des chariots derrière eux. Et les femmes, bêtes et enfants venus assister au spectacle sont tués eux aussi par les Romains. Quant à eux, les Romains perdent à peu près 400 hommes. C'est pas beaucoup. Comme quoi c'est pas le nombre qui compte. Et la voilà enfin à la 3e grande bataille. La bataille du mont Gropus. Quel nom ridicule. Alors cette bataille a opposé pour la première fois les peuples d'Écosse à l'armée romaine en 83 ou 84. On n'a pas encore déterminé. Cette bataille a pour but de faire avancer encore plus dans les terres l'armée romaine. Les forces en présence sont pour les tribus 30 000 hommes et 20 000 pour les Romains. Les Romains font leur habituelle stratégie, qui est la prudence. Et quant à eux, les tribus font leur habituelle stratégie, qui est on fonce dans le tas. Stratégie ma foi coûteuse, car avec 10 000 hommes perdus, les tribus sont en mode PLS. Quant à eux, les Romains ont perdu 360 hommes. Ça sera une grande victoire romaine, mais néanmoins, les Romains n'avanceront pas plus en territoire ennemi, par peur de se faire surprendre par surprise. Cette phrase est complètement un pléonasme. La conquête de la Grande-Bretagne s'arrêtera en 83, avec un nord de l'île impossible à conquérir. Tout de suite la 6e partie avec les guerres daciques de Trajan. Or, ce sont 2 campagnes militaires faites par l'empereur romain Trajan contre le royaume de Dace en 101-102 et 105-106, qui aboutiront en 106 à l'annexion du royaume d'Ace. Dans cette guerre, il y eut 2 grandes batailles. La bataille de Tapae en 101, qui opposa 40 000 guerriers d'Ace contre 15 000 légionnaires et auxiliaires. Tapae se trouve à l'actuelle Transylvanie. Sans surprise, les Romains gagnent au nombre et font reculer l'armée d'Ace. La seconde bataille, celle d'Adamclizis, enfin, essayez de prononcer, se passe durant l'hiver 101-102 en actuelle Roumanie. C'est l'une des plus importantes batailles daciques de Trajan, opposant l'Empire romain aux Daces et leurs alliés. Les forces en présence sont de 15 000 guerriers contre 200 000 légionnaires. Ça fait beaucoup. Et auxiliaires. Sans surprise, les Romains gagnent au nombre, avec de très lourdes pertes chez les Daces et environ 3 à 4 000 pertes chez les Romains. Après avoir réduit l'armée en néant lors de la première campagne, les Romains reviennent en 105-106 pour finir les restes grâce au siège de la capitale Dace, au nom imprononçable Tarmizegetusa. Ils annexent ainsi la Dace, qui fait maintenant partie de l'Empire romain. 7e partie, la conquête de l'Arabie. Alors, le royaume d'Arabie fut conquis par Rome en 106. C'est sous l'empereur Trajan que l'Arabie fut conquise, démontrant ainsi la politique d'annexion instaurée par Trajan. Annexion, oui, mais annexion pacifique, car il n'y a pas de bataille à déplorer suite à cette invasion. Cette annexion permet de renforcer la frontière orientale de l'Empire en vue d'une campagne contre les Parthes, de rendre sûre la liaison commerciale entre l'Égypte, la Judée et la Syrie, et de ne plus payer de taxes supplémentaires pour l'acheminement des marchandises venues d'Orient. 8e partie, la conquête de la Mésopotamie. En 114, l'empereur romain Trajan, profitant de l'affaiblissement des Parthes, fit une incursion en Mésopotamie et prit leur capitale, Ctésiphon. Il divisa la Mésopotamie en 2 provinces romaines, s'appelant la Syrie.
Ce sont les territoires de la rive gauche du fleuve Tigre jusqu'au golfe Persique. Mais ceci ne sera que de courte durée, car en 117, l'empereur Adrien, désireux de sauvegarder la paix, laissa les conquêtes faites par Trajan au-delà du fleuve Euphrate et rendit les deux provinces aux Parthes, en fixant de nouveau la frontière entre les deux empires à l'Euphrate. Partie 9. Le renforcement de l'Empire. Les conquêtes récentes par la dynastie des Julio-Claudiens, affaiblissant et éparpillant les légions romaines autour des bassins méditerranéens, le deuxième siècle est donc plus un siècle de consolidation que d'expansion, les dernières grandes phases d'expansion se déroulant de 101 à 117, pendant le règne de Trajan, avec l'ajout de la Dacie, de l'Arabie et celle très éphémère de la Mésopotamie à l'Empire. Le renforcement de l'Empire se démontrant par des murs ou des lignes fortifiées, comme les très célèbres murs d'Antona et murs d'Adrien se trouvant en Grande-Bretagne, ainsi que des lignes fortifiées moins connues, comme celles se trouvant au sud de la Germanie, au nord de la Dacie, à l'est de l'Arabie ou encore au sud de la Numide. Conclusion, que ce soit par des campagnes militaires ou par des intégrations pacifiques, Rome a toujours conquéri des territoires jusqu'à son apogée en 116-117, où après elle sombrera petit à petit avant de se séparer en deux parties distinctes, pour enfin disparaître en 476 pour la partie occidentale et en 1453 pour la partie orientale. Mais ceci est une autre histoire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire, à vous abonner plutôt, excusez-moi, à partager la vidéo, ça fait toujours plaisir. Quant à moi, je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!